Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec Alphonse Daudet que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture du Nabab, un roman donc de cet auteur. Nous en sommes au chapitre 2. Nous sommes chez le Nabab qui reçoit une grande assemblée à l'heure de midi. Notre médecin que nous suivons depuis le début de l'ouvrage, le docteur Jenkins, s'est donc rendu chez son ami. Et il réclame, au moment où l'on parle d'un article qui concerne le Nabab, non, 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 lisez tout haut. L'assemblée faisant chorus, Mouessard reprit son épreuve et commença à lire à haute voix l'œuvre de Bethléem et M. Bernard Jeanzoulet, un long dithyrambe en faveur de l'allaitement artificiel écrit sur des notes de Jenkins, reconnaissable à certaines phrases en baudruche que l'Irlandais affectionnait. Le long martyrologue de l'enfance, le mercenariat du sein, la chèvre bienfaitrice et nourrice, et, finissant, après une pompeuse description du splendide établissement de Nanterre, par l'éloge de Jenkins et la glorification de Jeanzoulet. Ô Bernard Jeanzoulet, bienfaiteur de l'enfance. Il fallait voir la mine vexée, scandalisée des convives. Quel intrigant que ce Mouessard! Quelle impudente flagornerie, et le même sourire envieux dédaigneux tordait toutes les bouches. Le diable, c'est qu'on était forcé d'applaudir, de paraître enchanté. Le maître de maison n'ayant pas l'odorat blasé en fait d'encens et prenant tout près au sérieux l'article et les bravos qu'il soulevait. Sa large face rayonnait pendant la lecture. Souvent, là-bas, au loin, il avait fait ce rêve d'être ainsi cantiqué par les journaux parisiens, d'être quelqu'un au milieu de cette société, la première de toutes, sur laquelle le monde entier a les yeux fixés comme sur un porte-lumière. Maintenant, ce rêve devenait réel. Il regardait tous ces gens attablés, cette desserte somptueuse, cette salle à manger lambrissée, aussi haute certainement que l'église de son village. Il écoutait le bruit sourd de Paris roulant et piétinant sous ses fenêtres avec le sentiment intime qu'il allait devenir un gros rouage de cette machine active et compliquée. Et alors, dans le bien-être du repas, entre les lignes de cette triomphante apologie, par un effet de contraste, il voyait se dérouler sa propre existence, son enfance misérable, sa jeunesse aventureuse et tout aussi triste, les jours sans pain, les nuits sans asile. Puis tout à coup, la lecture finie, au milieu d'un débordement de joie, d'une de ces effusions méridionales qui forcent à penser tout haut, il s'écria en s'avançant vers ses convives, de son sourire franc et lipu. « Ah, mes amis, mes chers amis, si vous saviez comme je suis heureux, quel orgueil j'éprouve. » Il n'y avait guère que 10 semaines qu'il était débarqué. À part 2 ou 3 compatriotes, il connaissait à peine de la veille et pour leur avoir prêté de l'argent, ceux qu'il appelait ses amis. Aussi, cette subite expansion parut assez extraordinaire, mais Jeanzoulet, trop ému pour rien observer, continua. Après ce que je viens d'entendre, quand je me vois là dans ce grand Paris, entouré de tout ce qu'il convient de noms illustres, d'esprits distingués, et puis que je me souviens de l'échoppe paternelle, car je suis née dans une échoppe. Mon père vendait des vieux clous au coin d'une borne, au bourg Saint-Andéol. C'est à peine si nous avions du pain chez nous tous les jours et du fricot tous les dimanches. Demandez à Cabassu. Il m'a connue dans ce temps-là, et il peut dire si je mens. Oh oui, j'en ai fait de la misère. Il releva la tête avec un sursaut d'orgueil en humant le goût des truffes répandues dans l'air étouffé. J'en ai fait de la vraie pendant longtemps. J'ai eu froid, j'ai eu faim. Mais la grande faim, vous savez, celle qui saoule, qui tord l'estomac.
vous fait des ronds dans la tête, vous empêche d'y voir comme si on vous vidait l'intérieur des yeux avec un couteau à huître. J'ai passé des journées au lit faute d'un paletot pour sortir. Heureux encore quand j'avais un lit, ce qui manquait quelquefois. J'ai demandé mon pain à tous les métiers, et ce pain m'a coûté tant de mal, il était si noir, si coriace que j'en ai encore un goût amer et moisi dans la bouche. Et comme ça jusqu'à 30 ans. Oui, mes amis, à 30 ans, et je n'en ai pas 50, j'étais encore un gueux sans un sou, sans avenir, avec le remords de la pauvre maman devenue veuve qui crevait la faim là-bas dans son échoppe et à qui je ne pouvais rien donner. Les physionomies des gens étaient curieuses autour de cet amphitryon racontant son histoire des mauvais jours. Quelques-uns paraissaient choqués, mon pavon surtout. Cet étalage de guenilles était pour lui d'un goût exécrable. Un manque absolu de tenue, car d'Ajax sceptique et ce délicat ennemi des scènes d'attendrissement, le visage fixe et comme hypnotisé découpé, un fruit au bout de sa fourchette en lamelles aussi fines que des papiers à cigarette. Le gouverneur avait au contraire une mimique platement admirative, des exclamations de stupeur, d'apitoiement. Pendant que, non loin, comme un contraste singulier, Brahim Bey, le foudre de guerre, chez qui cette lecture suivie d'une conférence après un repas copieux avait déterminé un sommeil réparateur, dormait, la bouche en rond dans sa moustache blanche, la face congestionnée par son hausse-col qui remontait. Mais l'expression la plus générale, c'était l'indifférence et l'ennui. Qu'est-ce que cela pouvait leur faire? Je vous le demande, l'enfance de Jean Zoulet au bourg Saint-Andéol, ce qu'il avait souffert, comme il avait trimé. Ce n'est pas pour ces sornettes-là qu'ils étaient venus. Aussi des airs faussement intéressés, des regards qui comptaient les oves du plafond ou les miettes de pain de la nappe, des bouches serrées pour retenir un bâillement trahissait l'impatience générale causée par cette histoire intempestive. Et lui ne se lassait pas. Il se plaisait dans le récit de ses souffrances passées. Comme le marin à l'abri se rappelant ses courses sur les mers lointaines, et les dangers et les grands naufrages. Venait ensuite l'histoire de sa chance, le prodigieux hasard qui l'avait mis tout à coup sur le chemin de la fortune. J'errais sur le port de Marseille avec un camarade aussi pouilleux que moi qui s'est enrichi chez Lebet, lui aussi, et après avoir été mon copain, mon associé, est devenu mon plus cruel ennemi. Je peux bien vous dire son nom, pardi, il est assez connu. Emerlingue, oui messieurs, le chef de la grande maison de banque, Emerlingue et fils, n'avait pas en ce temps-là de quoi seulement se payer 2 sous de Clovis sur le quai. Grisé par l'air voyageur qu'il y a là-bas, la pensée nous vint de partir, d'aller chercher notre vie dans quelques pays de soleil, puisque les pays de brume nous étaient si durs, mais où aller? Nous fîmes ce que font parfois les matelots pour savoir dans quelle bouge manger leur paix. On colle un bout de papier sur le bord de son chapeau, on fait tourner le chapeau sur une canne, quand il s'arrête, on prend le point. Pour nous, l'aiguille en papier marquait Tunis. Et 8 jours après, je débarquais à Tunis avec un 2008 dans ma poche et j'en reviens aujourd'hui avec 25 millions. Il y eut une commotion électrique autour de la table, un éclair dans tous les yeux, même dans ceux des domestiques. Cadillac dit « Mazette !» Le nez de mon pavon s'humanisa. Oui, mes enfants, 25 millions liquides, sans parler de tout ce que j'ai laissé à Tunis, de mes 2 palais du Bardo, de mes navires dans le port de la Goulette, de mes diamants, de mes pierreries qui valent certainement plus du double. Et vous savez, ajouta-t-il avec son bon sourire, sa voix éraillée et canaille, quand il n'y en aura plus, il y en aura encore. Toute la table se leva, galvanisée. Bravo, bravo! Superbe, très chic, très chic. Ça, c'est envoyé. Un homme comme celui-là devrait être à la chambre. Oh, il y sera. Père Bacot, j'en réponds, dit le gouverneur d'une voix éclatante.
Et dans un transport d'admiration, ne sachant comment prouver son enthousiasme, il prit la grosse main velue du nabab et la porta à ses lèvres par un mouvement irréfléchi. Ils sont démonstratifs dans ce pays-là. Tout le monde était debout. On ne se rassit pas. Jean Zoulet, rayonnant, s'était levé à son tour et jetant sa serviette. « Bon, allons prendre un café. » Aussitôt, un tumulte joyeux se répandit dans les salons, vastes pièces dont l'or composait à lui seul la lumière, l'ornementation, la somptuosité. Il tombait du plafond en rayons aveuglants, suintés des murs en filets croisillons, encadrements de toutes sortes. On gardait un peu aux mains lorsqu'on roulait un meuble ou... On en gardait, un peu aux mains lorsqu'on roulait un meuble, qu'on ouvrait une fenêtre et les tentures elles-mêmes trempées dans ce pactole conservaient sur leurs plis droits la raideur, le scintillement d'un métal. Mais rien de personnel, d'intime, de chercher le luxe uniforme de l'appartement garni. Et ce qui ajoutait à cette impression de camp volant, d'installation provisoire, c'était l'idée de voyage planant sur cette fortune aux sources lointaines, comme une incertitude ou une menace. Le café servi à l'oriental avec tout son marc dans de petites tasses filigranées d'argent, les convives se groupèrent autour, se hâtant de boire, s'échaudant, se surveillant du regard, guettant surtout le nabab et l'instant favorable pour lui sauter dessus, l'entraîner dans un coin de ces immenses pièces et négocier enfin leur emprunt. Car voilà ce qu'ils attendaient depuis 2 heures. Voilà l'objet de leur visite. Et l'idée fixe qu'ils leur donnaient pendant le repas s'était égarée faussement attentif. Mais ici, plus de gêne, plus de grimace. Cela se sait dans ce singulier monde qu'au milieu de la vie encombrée du nabab, l'heure du café reste la seule libre pour les audiences confidentielles et chacun voulant en profiter, tous venus là pour arracher une poignée à cette toison d'or qui s'offre elle-même avec tant de bonhomie. On ne cause plus, on n'écoute plus. On est tout à son affaire. C'est le bon Jenkins qui commence. Il a pris son ami Jean Zoulet dans une embrasure et lui soumet les devis de la maison de Nanterre. Une grosse acquisition fichtre, 150 000 francs d'achat, puis des frais considérables d'installation, le personnel, la literie, les chèvres nourricières, la voiture du directeur, les omnibus allant chercher les enfants à chaque train, beaucoup d'argent. Mais comme ils seront bien là, ces chers petits êtres, quel service rendu à Paris à l'humanité. Le gouvernement ne peut pas manquer de récompenser d'un bout de ruban rouge un dévouement philanthropique aussi désintéressé. La Croix, le 15 août. Avec ces mots magiques, Jenkins aura tout ce qu'il veut. De sa voix joyeuse et grasse qui semble toujours héler un canot dans le brouillard, le nabab appelle « Bon pain !» L'homme au nez... Pas au nez. L'homme aux fez, s'arrachant à la cave aux liqueurs, traverse le salon majestueusement. Chuchote, s'éloigne et revient avec un encrier et un cahier à souche dont les feuilles se détachent, s'envolent toutes seules. Belle chose que la richesse. Signé sur son genou, un chèque de 200 000 francs ne coûte pas plus à Jean Zoulet que de tirer un louis de sa poche. Furieux, le nez dans leur tasse, les autres guettent de loin cette petite scène, puis lorsque Jenkins s'en va, léger, souriant, saluant d'un geste les différents groupes, mon pavon saisit le gouverneur, à nous, et tous deux s'élançant sur le nabab l'entraînent vers un divan, l'assaillent de force, le serrent entre eux avec un petit rire féroce qui semble signifier « Qu'est-ce que nous allons lui faire ?» Lui tirer de l'argent, le plus d'argent possible, il en faut pour remettre à flot la caisse territoriale, ensablée depuis des années, enlisée jusqu'au haut de sa mâture. Une opération superbe. Ce renflouement, s'il faut en croire ces deux messieurs, car la caisse submergée est remplie de lingots, de matières précieuses, de 1000 richesses variées d'un pays neuf dont tout le monde parle et que personne ne connaît.
En fondant cet établissement sans pareil, Paganetti de Porto Vecchio a eu pour but de monopoliser l'exploitation de toute la Corse. Mines de fer, de soufre, de cuivre, carrières de marbre, corailleries, huîtrières, eaux ferrugineuses, sulfureuses, immenses forêts de thuyas, de chênes-lièges, et d'établir pour faciliter cette exploitation un réseau de chemins de fer à travers l'île, plus un service de paquebots. Telle est l'œuvre gigantesque à laquelle il s'est attelé. Il y a englouti des capitaux considérables et c'est le nouveau venu, l'ouvrier de la dernière heure, qui bénéficiera de tout. Pendant qu'avec son accent italien, des gestes effrénés de Corse, le Corse énumère les splendeurs de l'affaire, mon pavon, hautain et digne, approuve de la tête avec conviction et de temps en temps, quand il juge le moment convenable, jette dans la conversation le nom du duc de Morat, qui fait toujours son effet sur le nabab. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait? Des millions, dit mon pavon fièrement, du ton d'un homme qui n'est pas embarrassé pour s'adresser ailleurs. Oui, des millions, mais l'affaire est magnifique. Et comme disait son Excellence, il y aurait là pour un capitaliste une haute situation à prendre, même une situation politique. Pensez donc, dans ce pays sans numéraire, on pouvait devenir conseiller général, député. Le nabab tressaille, et le petit Paganetti qui sent l'appât à frémir sur son hameçon. Oui, député, vous le serez quand je voudrais. Sur un signe de moi, toute la Corse est à votre dévotion. Puis, il se lance dans une improvisation étourdissante, comptant les voix dont il dispose, les cantons qui se lèveront à son appel. Vous m'apporterez vos capitaux. Moi, je vous donne tout un peuple. L'affaire est enlevée. Bon pain! Bon pain! Appelle le nabab enthousiasmé. Il n'a plus qu'une peur, c'est que la chose lui échappe. Et pour engager Paganetti, qui n'a pas caché ses besoins d'argent, il se hâte d'opérer un premier versement à la caisse territoriale. Nouvelle apparition de l'homme en calotte rouge avec le livre de souche qu'il presse contre sa poitrine gravement, comme un enfant de chœur changeant l'évangile de côté. Nouvelle apposition de la signature de Jean Zoulet sur un feuillet que le gouverneur enfourne d'un air négligent et qui opère sur sa personne une subite transformation. Le Paganetti, si humble, si plat tout à l'heure, s'éloigne avec l'aplomb d'un homme équilibré de 400 000 francs. Tandis que mon pavon, portant plus haut encore que d'habitude, le suit dans ses pas et le couvre d'une sollicitude plus que paternelle. Voilà une bonne affaire de fête, se dit le nabab. Je vais pouvoir prendre mon café. Mais 10 emprunteurs l'attendent au passage. Le plus prompt, le plus adroit, c'est Cardaillac, le directeur qui le happe et l'emporte dans un salon à l'écart. Causons un peu, mon bon, il faut que je vous expose la situation de notre théâtre. Très compliquée sans doute la situation, car voici de nouveau Monsieur Bonpain qui s'avance et des feuilles qui s'envolent du cahier de papier azur. À qui il tourne maintenant? C'est le journaliste Mouessard qui vient se faire payer l'article du Messager. Le nabab saura ce qu'il en coûte pour se faire appeler bienfaiteur de l'enfance dans les journaux du matin. C'est le curé de province qui demande des fonds pour reconstruire son église et prend les chèques d'assaut avec la brutalité d'un Pierre l'ermite. C'est le vieux chevalbac s'approchant, le nez dans sa barbe, clignant de l'œil d'un air mystérieux. Chut! Chut, il a druffé une berle. Pour la galerie de monsieur, un obéma qui vient de la collection du duc de Moral, mais ils sont plusieurs à le guigner. Ce sera difficile. Je le veux à tout prix, dit le nabab amorcé par le nom de Morat. Entendez-vous, chevalbac? Il me faut ce nobéma. 20 000 francs pour vous si vous le décrochez. J'ai fait mon possible, monsieur Jean Zoulet. Le vieux coquin calcule tout en se retournant que
Les 20 000 du nabab ajoutés aux 10 000 que le duc lui a promis s'il le débarrasse de son tableau lui feront un assez joli bénéfice. Pendant que ces heureux défilent, d'autres surveillent alentour enragés d'impatience, rongeant leurs ongles jusqu'aux phalanges, car tous sont venus dans la même intention. Depuis le bon Jenkins qui a ouvert la marche jusqu'au masseur cabassu qui la ferme, tous emmènent le nabab dans un salon écarté, mais si loin qu'il l'entraîne dans cette galerie de pièces de réception, il se trouve quelques glaces indiscrètes pour refléter la silhouette du maître de la maison et la mimique de son large dos. Ce dos est d'une éloquence. Par moments, il se redresse indigné. « Oh non, c'est trop !» Ou bien, il s'affaisse avec une résignation comique. « Allons, puisqu'il le faut. » Et toujours le fesse de bon pain dans quelque coin du paysage. Quand cela en finit, il en arrive d'autres encore. C'est le fretin qui vient à la suite des gros mangeurs dans les chasses féroces des rivières. Il y a un va-et-vient continuel à travers ces beaux salons blancs et or, un bruit de porte, un courant établi d'exploitation effrontée et banale attiré des quatre coins de Paris et de la banlieue par cette gigantesque fortune et cette incroyable facilité. Pour ces petites sommes, cette distribution permanente, on n'avait pas recours aux livres à souche. Le nabab gardait à cet effet dans un de ses salons une commode en bois d'acajou, horrible petit meuble représentant des économies de concierge. Le premier que Jean Zoulet eut acheté lorsqu'il avait pu renoncer au garni, qu'il conservait depuis comme un fétiche de joueur et dont les 3 tiroirs contenaient toujours 200 000 francs en monnaie courante. C'est à cette ressource constante qu'il avait recours les jours de grande audience, mettant une certaine ostentation à remuer l'or, l'argent, à pleine main brutale, à l'engloutir au fond de ses poches pour le tirer de là avec un geste de marchand de bœufs, une certaine façon canaille de relever les pans de sa redingote et d'envoyer sa main à fond et dans le tas. Aujourd'hui, les tiroirs de la petite commode doivent avoir une terrible brèche. Après tant de chuchotements mystérieux, de demandes plus ou moins nettement formulées, d'entrées fortuites, de sorties triomphantes, le dernier client expédié, la commode refermée à clé, l'appartement de la place Vendôme se désemplissait sous le jour douteux de 4 heures, cette fin des journées de novembre si longuement prolongée ensuite aux lumières. Les domestiques desservaient le café, le raki, emportaient les boîtes à cigares ouvertes et à moitié vides. Le nabab, se croyant seul, eut un soupir de soulagement. Ouf, c'est fini. Mais non. En face de lui, quelqu'un se détache d'un angle déjà obscur et s'approche une lettre à la main. Encore ? Et tout de suite, machinalement, le pauvre homme fit son geste éloquent de maquignon. Instinctivement aussi, le visiteur eut un mouvement de recul si prompt, si offensé que le nabab comprit qu'il se méprenait et se donna la peine de regarder le jeune homme qui se tenait devant lui simplement mais correctement vêtu. Le teint mat, sans le moindre frison de barbe, les traits réguliers, peut-être un peu trop sérieux et renfermé pour son âge, ce pli qui, avec ses cheveux d'un blond pâle frisés par petites boucles comme une perruque poudrée, lui donnait l'aspect d'un jeune député du tiers sous Louis XVI, la tête d'un Barnave à 20 ans. Cette physionomie, quoique le nabab la vit pour la première fois, ne lui était pas absolument inconnue. Que désirez-vous, monsieur ? Prenant la lettre que le jeune homme lui offrait, il s'approcha d'une fenêtre pour la lire. Voilà, c'est là-dessus que nous allons donc nous arrêter. C'était le Nabab, un roman d'Alphonse Daudet. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous réveillez. Salut!